Le courant pour une écologie humaine propose de prendre une pause et de se recentrer sur l'être humain. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'ici, on part du principe qu'en prenant soin de la personne, dans une dynamique vertueuse, elle pourra alors prendre soin de son environnement. Ce qu'on valorise dans ce podcast, les personnes qui créent des chemins de sortie de l'époque moderne. Une vraie source d'inspiration. Alors, abonnez-vous. Bonjour Romain, merci d'être avec nous. Je vais vous laisser vous présenter pour les gens qui nous écoutent. Je m'appelle Romain, je suis ingénieur, je suis né à côté d'Orléans, j'ai 28 ans et aujourd'hui je réalise avec toute une équipe un projet de film documentaire pour porter la voix des jeunes qui vivent dans des zones de grande pauvreté et briser les idées reçues sur les jeunes et la pauvreté. Quelles sont les idées reçues selon vous sur la jeunesse et la pauvreté? Alors les idées reçues sur la jeunesse et la pauvreté, je pense que je vais partir peut-être des idées que j'avais moi avant de pouvoir travailler dans les bidonvilles et faire ce projet de film. J'avais tendance à penser que les jeunes qui vivaient dans des quartiers pauvres, dans des pays qu'on dit en développement, avaient parfois l'impossibilité d'agir, étaient dans une situation de grande détresse. Je les voyais assez, on pourrait peut-être utiliser le terme de misérable parce que c'est l'image qu'on me renvoyait souvent d'eux à travers des photoshocks, à travers des vidéos très courtes sur les réseaux sociaux. Et je ne les voyais pas du tout en fait comme des entrepreneurs, comme des jeunes avec une capacité d'action et une résilience immense. Et c'est ce que j'ai pu réaliser et découvrir plus tard en allant vivre un an dans les bidonvilles en Indonésie. Aviez-vous déjà, avant la réalisation de ce documentaire, une expérience avec des jeunes défavorisés? Alors je suis parti en projet de volontariat, ce qu'on appelle le volontariat de solidarité internationale. C'est comme le VIE, qui est plus connu, mais au lieu de partir dans une entreprise, on part dans une association. Et je suis parti avec l'association Life Project for Youth, qui accompagne des jeunes adultes entre 17 et 24 ans à trouver un travail décent. Et ces jeunes adultes vivent dans des bidonvilles. Je suis donc parti à Jakarta en Indonésie pendant 1 an et demi et j'ai accompagné sur des programmes de 6 mois entre 20 et 40 jeunes à comprendre comment fonctionnait une activité économique. En fait, on crée simplement des startups dans les bidonvilles pour répondre à des besoins des communautés, par exemple l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, etc. Et ensuite, cette expérience professionnelle que les jeunes des bidonvilles, parce que c'était eux qui géraient l'entreprise, pouvaient avoir, bien qu'ils n'aient pas fait forcément d'études, de management, de commerce, etc., était valorisable sur leur CV pour ensuite, après ce programme, trouver un travail décent. C'est-à-dire un travail avec un contrat, un travail avec des jours de congé, un travail qui respecte le minimum de salaire légal du pays et avec une assurance santé. Pourriez-vous nous parler à présent de la genèse de ce projet? Alors, l'origine du projet Youth Visions vient du coup de cette expérience que j'ai pu, de ces 1 an et demi passés dans un bidonville à Jakarta, à accompagner des jeunes adultes, et surtout du retour en France, où après j'ai pu travailler 1 an à Paris et 1 an à Londres, et j'étais toujours un petit peu challengé pour expliquer à mes collègues, à mes amis, à mes proches, pourquoi les jeunes que j'avais rencontrés avaient été si importants, si inspirants pour moi. Au début, j'ai essayé d'écrire des articles pour décrypter ça, et j'ai créé un magazine qui s'appelle Prends ta dose. Et je me suis dit, et c'est surtout mes collègues qui me l'ont dit ou mes proches, qui passaient déjà beaucoup de temps à lire des articles pour leur travail, et que quand ils rentraient chez eux, finalement, la première chose qu'ils faisaient, c'était pas replonger sur un web magazine. Alors je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites en rentrant chez vous? Et ils m'ont dit, on regarde Netflix. Et en fait, moi aussi, je fais ça. Et je me suis dit donc coup que le cinéma pouvait être un bon outil justement pour documenter, pour rentrer en immersion dans la vie des jeunes qui vivent dans des quartiers pauvres et pour ouvrir des fenêtres sur d'autres réalités. Et d'ailleurs des réalités qui sont partagées par finalement un nombre considérable d'individus parce qu'il y a 800 millions de personnes qui vivent dans des bidonvilles aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement Youth Visions? Alors Youth Visions, c'est un film documentaire pour le cinéma qui rentre en immersion dans la vie de 4 jeunes. Donc on a Mamadou en France, qui est un réfugié politique guinéen,
qui est à Paris depuis 5 ans et qui essaie lui aussi de faire un film pour parler de ce que c'est l'arrivée d'un migrant à Paris. On a ensuite Diane en Inde, qui est née dans un bidonville et qui était passionnée depuis toujours de dessin, ce qui lui a permis de devenir en fait très bonne en graphisme. Et aujourd'hui, elle est graphic designer dans un des quartiers les plus riches de Jakarta. Donc ce qu'on retrace, c'est un petit peu comment on fait pour vivre dans un bidonville, travailler dans des quartiers plus riches et finalement le soir rentrer dans son bidonville et tout le paradoxe qu'il peut y avoir autour de ça et aussi les liens qu'on peut trouver dans ces histoires. Et ensuite, on a Soumaïra, qui est une jeune Libanaise, qui, elle, a grandi dans une zone rurale. Il faut savoir qu'au Liban, il y a très peu d'opportunités professionnelles, avec la crise financière, la crise aussi militaire qui s'approche avec le conflit actuellement à Gaza. Et donc elle, vu qu'elle ne trouvait pas de travail malgré une licence en traduction, a décidé de créer sa propre ONG. Elle s'est dit, bon, eh ben, je vais faire les choses par moi-même. Et cette ONG éduque les femmes de sa communauté, dans une zone rurale, du coup, comme je disais, du Hakar, à plein de sujets, à l'anglais, à la santé, à tout un tas de thématiques. Et ensuite, Lakshmi en Inde, qui a grandi à Delhi, pareil, d'un milieu modeste, qui, elle, rêve de danser depuis qu'elle est toute petite. Et il se trouve que c'est assez mal vu par ses parents et son entourage, parce que ils aimeraient plutôt qu'elle rapporte de l'argent pour participer au foyer. Et elle s'accroche coûte que coûte pour danser sur ses temps libres, pour créer une école de danse qui a dû malheureusement fermer ses portes pendant le Covid, et trouver tout un tas d'opportunités qui lui permettent de continuer d'exercer sa passion. Ensuite, ces 4 jeunes, et c'est donc un documentaire, donc c'est une réalité, ont été invités aux Nations Unies à New York pour partager leur expérience autour de la question de qu'est-ce que c'est un travail décent. Et donc nous, ce qu'on documente, c'est à la fois le quotidien de tous ces jeunes dans chaque pays. Donc c'est vraiment pas un film de questionnaire, enfin c'est pas des interviews, c'est vraiment en immersion dans le quotidien des jeunes. On rencontre leurs proches, leurs familles, on va un peu explorer leurs passions. Et donc on les suit de chez elles jusqu'à New York, où elles vont passer 3 semaines ensemble. Et là, donc, il y a toute la thématique autour du discours aux Nations Unies. Et plus que ça, la découverte d'un pays soi-disant très développé et leur adaptabilité qui va en fait être exceptionnelle parce que en très peu de temps, déjà elles parlent anglais, elles vont se sentir très à l'aise dans ces villes qu'elles ont déjà beaucoup parcourues à travers des films ou la culture américaine assez répandue à travers le monde, et notamment aussi via tous les encouragements et tous les gens qu'elles vont rencontrer qui vont être très impressionnés par leur parcours et par leur discours à l'ONU. Comment vous est venue l'idée de ce documentaire ? Alors ce projet du coup est né quand j'étais encore à Londres. Donc il est né, on va dire, de 3 acteurs. D'un côté, Life Project for Youth qui avait cette idée de trouver d'autres moyens de parler des jeunes qu'ils accompagnaient dans les bidonvilles. Pourquoi pas des livres, pourquoi pas des films, et qui tournaient un peu des perches comme ça à des anciens volontaires. De l'autre côté, du coup, à Londres, l'autre côté du monde romain, donc moi, qui cherchait un moyen, un média puissant pour plonger dans d'autres réalités, et donc qui a décidé de saisir cette perche qu'on lui tendait pour se dire, en fait, un film de cinéma, ça peut être peut-être le bon média, allez, on va faire un film. Et Rachel, la réalisatrice, qui elle avait aussi travaillé 2 ans dans les bidonvilles, au Liban et en Inde, qui a accepté de me rejoindre pour monter ce projet de film, et recruter ensuite l'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire Mathilde, qu'on ne voit pas sur la vidéo, mais qui est juste là, qui s'occupe de la communication, Gwen, qui est directeur de la photographie, Virgile, qui est ingénieur du son, et Simon, qui est monteur. Voilà, donc c'est l'alliance entre une équipe de professionnels du cinéma, une équipe de communicants, et avec, on va dire, en lien, pour bon nombre d'entre nous, un passage par les bidonvilles. Pourriez-vous nous dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on a tourné pendant 1 an, en 2023, dans 5 pays, donc Paris, France, Delhi, Inde, Jakarta, Indonésie, Beyrouth et les alentours au Liban, et New York, aux États-Unis. Aujourd'hui, on a 80 heures de rush qu'on commence à monter. Et donc l'objectif, c'est d'avoir le montage final, donc la musique du film, le montage, le mixage, l'étagonnage, etc. Enfin une version cinéma en juin 2024, pour ensuite le sortir en salle en 2025.
Et alors la prochaine question sera cruciale. Comment avez-vous trouvé les personnes que l'on suit dans ce documentaire? Alors les protagonistes, donc les personnages principaux du film, Mamadou, Soumaira, Lakshmi et Diane, sont pour quatre d'entre eux des anciens jeunes qui avaient été accompagnés par Life Project for Youth, l'ONG pour laquelle je travaillais en Indonésie. Et donc c'est des jeunes qui ont grandi dans des bidonvilles et qui aujourd'hui ont commencé à s'insérer professionnellement. On les a recrutés en faisant en fait des séminaires, c'est-à-dire que dans tous ces pays de tournage, on arrivait un peu en amont et on conviait une quinzaine de jeunes qui étaient passés par le programme LP4Y. Pourquoi c'était un bon moyen de faire du sourcing? C'est parce qu'on savait que c'est des jeunes qui correspondaient à la cible, donc en situation de grande pauvreté et avec l'envie de découvrir d'autres réalités et pourquoi pas de trouver un travail décent. Ensuite, on les questionnait sur des enjeux du film, c'est-à-dire le changement climatique, la place de la femme, la justice sociale, etc. Tout un tas de sujets qui est aussi aussi des sujets artistiques, prendre des photos, danser, faire de l'acting, enfin voilà, du théâtre. Et à l'issue de ces week-ends, ça durait à peu près 2 jours, on voyait les personnages les plus motivés, ceux qui voulaient participer au film, et on leur proposait du coup de rejoindre le projet. En sachant qu'il y a des personnages principaux, mais il y a aussi tout un écosystème autour d'eux. Donc il y a des films des jeunes qui étaient présents au casting, qu'on a quand même pu mettre dans le film parce que c'était des amis des protagonistes. Comment vous qualifieriez vous-même ce film? C'est une excellente question. Moi j'ai tendance à dire que c'est le cinéma du réel parce qu'on se base sur des histoires vraies, sur des personnages qui existent dans des conditions et des situations qui sont les leurs, qui sont très réalistes. Par contre, comme dans tous les films documentaires, on met en scène. Donc là, ce qu'on met en scène, c'est pas des interviews, mais c'est plutôt des rencontres. Par exemple, Mamadou à Paris qui veut faire un film, on a décidé de le faire rencontrer une scénariste. Et de ces rencontres naissent et ben, du coup des très belles images, de très beaux témoignages pour le film. Et en fait, quand on regarde le montage, parce que là on commence à voir les premiers retours de Simon le monteur et Rachel la réalisatrice, ça fait très fiction. Parce que c'est monté d'une certaine sorte qu'on pourrait croire qu'en fait c'est une fiction, alors que pas du tout. En gros, c'est plutôt un documentaire parce qu'on se base sur sur la réalité des personnages, leur quotidien, leurs passions, leurs proches, etc. Mais on met en scène des rencontres, des événements, comme par exemple Mamadou qui veut faire un film à Paris, on le fait rencontrer un scénariste et ça crée des belles images pour le film qui pourraient sembler fictionnées, mais qui ne le sont pas parce qu'il se trouve que Mamadou, à la suite de ce tournage, continue à voir cette scénariste pour faire son film. Donc c'est plutôt du documentaire, c'est plutôt ce qu'on appelle du cinéma du réel. Y a-t-il à travers ce projet, ce documentaire, des messages que vous voulez faire passer? Alors les grands messages qu'on veut délivrer à travers ce film, c'est vraiment le souci de porter la voix de jeunes qui sont très peu représentés dans les journaux, au cinéma, dans tout un tas de médias, alors qu'en fait représentent une grande majorité des jeunes aujourd'hui. Une jeune comme Lakshmi en Inde, qui vit dans un quartier pauvre et qui veut danser, ça représente des millions de jeunes. En Inde, on a 1,3 milliard de personnes. Tout de suite, on parle vraiment démographiquement d'énormément de jeunes. Alors qu'on a beaucoup plus tendance à voir au cinéma ou dans les journaux des jeunes occidentaux qui ont des quotidiens très éloignés de Lakshmi. Donc il y a cette idée de donner la parole à des jeunes qui représentent une grande majorité des jeunes aujourd'hui. Donc 800 millions de personnes, comme je disais, vivent dans les bidonvilles. C'est à peu près un jeune sur trois qui vit dans un bidonville aujourd'hui, alors qu'on n'a quand même pas un film sur trois sur les jeunes des bidonvilles. Évidemment, ce ne serait pas l'objectif, mais donc porter d'autres voix dans le débat public. Et en fait, le second objectif, c'est aussi montrer du coup à ces jeunes que ils ont la légitimité de parler, que leur parole est importante, qu'il y a des gens qui s'en soucient, qui sont intéressants et qui peuvent très bien être personnage principal d'un film. Et le dernier objectif, c'est de créer du lien entre des gens qui n'auront pas forcément l'opportunité de se rencontrer. Tout le monde ne peut pas partir un an dans un bidonville, et donc le cinéma peut humblement ouvrir des fenêtres sur d'autres réalités. Quel impact ce documentaire va avoir sur les protagonistes, sur leur vie? C'est le sentiment que leur voix est importante, qu'elle est intéressante, qu'elle est entendue, et en fait ça s'est beaucoup joué à New York, quand ils ont fait leur discours aux Nations Unies et que des directeurs d'ONG, des représentants des Nations Unies
des diplomates sont allés les voir pour les féliciter et leur dire « mais je suis très impressionné par votre détermination, votre combat, votre résilience, etc. » Là, ça leur a paru assez fou parce que personne ne leur disait ça dans les quartiers dans lesquels ils vivaient, où en fait leur quotidien était assez similaire à ceux d'autres jeunes, et ça n'empêche pas qu'ils restent exceptionnels, mais voilà, il n'y avait pas cette espèce d'admiration. Donc ça, c'est super pour elle et pour eux. Ensuite, l'impact à plus long terme, au-delà de la confiance en elles qu'elles ont pu avoir à travers ce film, c'est de continuer à les accompagner pour réussir à réaliser leurs rêves. Donc Lakshmi, on a continué à la connecter à des gens dans la danse, Mamadou à des scénaristes pour faire son film, etc. Ensuite, au-delà des personnages, l'impact il va plutôt avoir lieu d'un côté auprès des spectateurs des bidonvilles qui vont se revoir, comme je le disais tout à l'heure, au cinéma et se dire « mais tiens, moi aussi je peux être personnage principal d'un film, c'est-à-dire que moi aussi je peux être un héros, moi aussi ma vie est intéressante, mérite d'être partagée ». Et de l'autre côté, à des spectateurs qui ne vivent pas dans des bidonvilles, mais qui vont se dire ah ouais, là en fait, je l'avais peut-être pas compris, mais un jeune d'un bidonville, il a quand même beaucoup de compétences qu'on pourrait, pourquoi pas, associer à celles d'un entrepreneur aujourd'hui. C'est-à-dire que, évidemment, il a des rêves, il s'y accroche, il se donne à 200% pour les réaliser, il a une résilience folle alors qu'il vit dans un environnement qui est évidemment pas facile, et surtout, cette joie et cette envie d'y arriver sans en vouloir à personne. Parce que dans un bidonville, les jeunes n'en veulent pas à X personnes qui seraient responsables de là où ils sont nés ou de leur pauvreté, etc. C'est pas du tout une joie, enfin un combat revendicatif, c'est surtout l'envie, comme tout le monde, de réaliser ses rêves et la joie d'avancer petit à petit vers ceci, même si la route est parfois plus longue que certains autres jeunes. Un des derniers impacts de ce film, ce serait motiver d'autres jeunes comme moi à passer une année ou deux au service de jeunes ou de moins jeunes qui n'ont pas forcément les mêmes opportunités et se nourrir un peu de cette rencontre. C'est quoi les enjeux auxquels est confrontée la jeunesse aujourd'hui selon vous ? Donc, quels sont les grands enjeux qui concernent la jeunesse aujourd'hui ? Moi, j'ai même jusqu'à me demander quels sont les enjeux qui ne concernent pas la jeunesse aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de sujets, par exemple en France, autour du climat, autour de la justice sociale qui sont passionnants, égalité homme-femme, etc. Après, il faut quand même réaliser que dans les bidonvilles, en Inde, en Indonésie, même au Liban, qui est un pays un peu plus proche de l'Occident, c'est des sujets qui peuvent paraître parfois complètement déconnectés des envies et des réalités. Par exemple, le réchauffement climatique à Jakarta. Il se trouve que tous les ans, de plus en plus, il y a des inondations qui ravagent les bidonvilles, parce que les bidonvilles sont sur des zones sans droit de propriété, du coup qui étaient sujets aussi à des inondations, et c'est de pire en pire. Après, les enjeux des jeunes des bidonvilles, ça reste de trouver un travail et de pouvoir nourrir leur famille et leurs enfants, et pourquoi pas pouvoir avoir une maison dans une zone non inondable. Donc il n'y a pas une sensibilisation particulière ou un sentiment de devoir arrêter le réchauffement climatique parce qu'il se trouve que les inondations pourraient être liées à ça dans leur bidonville. C'est des sujets qui sont un peu plus au jour le jour. Donc évidemment qu'ils sont sensibles au réchauffement climatique et qu'ils essaient d'y réfléchir, mais c'est vraiment pas une priorité. Et je pense qu'il faut aussi avoir conscience que nous, par exemple moi, qui est moins d'impératifs urgentissimes comme me loger ou me nourrir, j'ai aussi le devoir d'utiliser donc le temps qui est le mien pour trouver des solutions, par exemple, sur ces questions de réchauffement climatique. Mais je pense que tout le monde doit avancer évidemment dans la même direction, mais tout le monde n'a pas le même espace-temps pour peut-être même la même responsabilité pour agir sur ces questions de réchauffement climatique, par exemple. La place de la femme, on a rencontré beaucoup de femmes en Inde avec des parcours exemplaires qui, pour fuir le mariage arrangé, qui représente entre 80 et 90% des mariages en Inde, se coupaient les cheveux pour ressembler à des hommes et quitter leur famille pour aller essayer de vivre leur vie dans des villes comme Delhi. Donc c'est des réalités qui sont quand même très différentes des nôtres. Donc on n'est pas du tout au même niveau de questionnement. Voilà. Quelques exemples.
Et évidemment qu'elles aimeraient s'engager pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes, et elles le font à travers ces actions très concrètes. Mais la priorité, c'est quand même de pouvoir se loger et manger. Et peut-être que le jour où ce sera le cas, elles auront plus de temps et d'énergie pour faire avancer ces sujets primordiaux. Pourquoi avoir choisi ces personnes dans ces endroits bien précis plutôt que d'autres? Alors pourquoi on a valorisé des protagonistes qui vivent en situation de pauvreté euh, à l'autre bout du monde, alors que la pauvreté existe aussi en France? Donc, premier élément de réponse, on valorise la pauvreté en France parce qu'on a un personnage, Mamadou, qui est français, enfin qui a un statut, un titre de séjour en France en tant que réfugié politique. Ensuite, les pauvretés sont quand même pas tout à fait comparables. En France, évidemment qu'il y a de la pauvreté, mais la pauvreté en Indonésie, en Inde, au Liban, c'est pas la même pauvreté. On peut pas tout à fait comparer. Et notre but, c'est pas de dire qu'il y a des gens plus pauvres dans d'autres pays qu'en France, c'est pas ça. C'est aussi essayer d'avoir un raisonnement un peu plus global. En fait, dans notre film, ce qu'on a essayé de faire le plus possible, bien qu'évidemment il y a des partis pris en tant que porteur du projet, réalisateur, chef opérateur, etc., c'est de donner la parole à des jeunes. On leur a tendu des sujets, réchauffement climatique, la justice sociale, la place de la femme, mais ce qu'on a vraiment voulu respecter le plus, c'est ce qu'ils avaient envie de nous raconter, ne pas déformer les messages qu'ils avaient à nous faire passer. Donc en fait, les questions de pauvreté, eux, ils se définissent jamais comme pauvres. C'est plutôt l'inverse. Pour ces jeunes, ils sont comme tous les autres jeunes, et il y a des jeunes riches. Donc la pauvreté, elle est toujours présente parce que nos protagonistes vivent dans des zones pauvres, mais c'est pas tant le sujet. Le sujet, c'est plutôt des sujets qui touchent tous les jeunes. C'est j'ai mes amis, j'ai mes passions, j'ai mes rêves, j'ai une folle énergie de faire plein de choses de ma vie. Et ça, c'est très fédérateur parce qu'en fait, et ça paraît peut-être évident de le dire, mais on se rend compte qu'un jeune en Indonésie ou en Inde, on pourrait très bien s'entendre avec lui et être très copains parce que même s'il est pauvre, il partage beaucoup de choses aussi avec moi, des choses plus simples. Donc voilà, et ensuite sur ces questions de pauvreté, il y a aussi vraiment l'idée que, et justement d'où briser ces idées reçues, qui pourraient nous amener à imaginer qu'un jeune pauvre n'est pas comme un jeune riche, on ne pourrait pas s'entendre avec un jeune riche, et il y a beaucoup plus de jeunes en situation de pauvreté dans le monde que de jeunes en situation de richesse, alors qu'on les entend très peu. Donc c'est aussi cette idée qu'il faut absolument... déjà qu'avoir une vie pauvre, qu'être pauvre, ce n'est pas avoir une pauvre vie, et que la fracture sociale, c'est aussi un peu une fracture narrative. Et que si dans la narration, les articles, la télé, les magazines qu'on écrit, on incluait aussi des personnages qui vivent dans des situations de pauvreté, qui sont communément partagées par beaucoup plus de personnes que des personnages riches, et ça limiterait aussi la fracture sociale. On aurait moins cette idée de séparer des gens en fonction des riches, des pauvres, de religion, d'autres facteurs. Voilà. Donc il y a un peu une utopie, une volonté de rassembler des gens en fait, qui ont beaucoup de choses à partager ensemble, beaucoup de choses en commun. Y a-t-il des leçons de vie à retenir à travers ces différentes expériences? Quelles sont les leçons de vie que peuvent nous donner ces jeunes, les jeunes du film? Déjà, c'est très drôle, ils n'auraient jamais la prétention de pouvoir nous donner des leçons, parce que il n'y a pas du tout ce sentiment revendicateur d'en vouloir à quelqu'un parce qu'ils sont pauvres ou qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable au-delà d'eux-mêmes, de l'endroit où ils sont nés. Et donc, je pense que la leçon, c'est plutôt que ces jeunes ont évidemment une formidable énergie, une joie qui est complètement décorrélée de quelconque ressource matérielle ou financière. L'utopie, le rêve de vouloir construire un monde en commun, une très grande curiosité pour les autres jeunes. Qu'est-ce qui se passe pour un jeune français, pour un jeune américain? Une aisance absolument fantastique à s'adapter à n'importe quelle situation. Par exemple, Lakshmi, Diane et Soumaira aux États-Unis se débrouillaient mais plus simplement du monde. Elles parlaient déjà anglais, elles avaient déjà beaucoup de codes en commun sur la culture américaine, etc.
Voilà, des tranches de vie qui nous rappellent des choses assez élémentaires, mais pourtant primordiales, que les jeunes ont envie de contribuer à un monde en commun, ont une énergie folle pour le faire, n'ont pas de limites, donc ça peut paraître parfois utopique, mais sont prêts à tout pour essayer de construire du commun, et d'autant plus les jeunes qui viennent de très loin et qui vivent peut-être un peu plus dans la pauvreté et qui sont aussi très heureux d'en sortir pour découvrir tout ce qu'elles ont pu voir à travers leurs réseaux sociaux, le cinéma, les médias, et rencontrer d'autres jeunes, quoi. Y a-t-il des choses au cours de la réalisation de ce documentaire qui vous ont touché personnellement? Qu'est-ce qui m'a touché pendant le tournage de ce film? Alors moi je peux vous parler d'une anecdote, c'est Lakshmi, donc notre protagoniste en Inde, qui on a eu beaucoup de difficultés pour qu'elle puisse avoir son visa pour aller parler aux Nations Unies à New York. Et même on pensait que ce serait pas possible. Pourtant on a été aidé par plein de gens, etc. Et elle a jamais rien lâché. Elle me disait, mais Romain, tiens, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui t'explique comment demander un visa à l'ambassade. Je disais, oui, très bien, Lakshmi, enfin, je sais, mais tiens, Romain, il faut que tu parles à un tel, d'un tel qui a travaillé pendant 2 mois à l'ambassade de je ne sais où, à Delhi, pour peut-être avoir un contact. Romain, est-ce que tu as des nouvelles? Romain, est-ce que tu as relancé? Romain, est-ce que tu as trouvé une solution? Et au bout d'un moment, il s'avère que, j'ai harcelé, on a réussi à avoir un rendez-vous à l'ambassade, pas à Delhi, là où Lakshmi vit, mais à Kolkata. Et là, Lakshmi m'a dit, c'est pas grave, j'ai le temps d'y aller, on y va, yallah. Elle a pris pour la première fois de sa vie un avion, elle dort pour la première fois de sa vie à l'hôtel à Kolkata, elle se retrouve le matin même à l'ambassade, elle se bat pour expliquer qu'elle est invitée aux Nations Unies et qu'elle a besoin de ce visa de 2 semaines pour pouvoir parler à New York. Elle l'a, miracle, en 2 heures après, elle peut récupérer son passeport. Je lui book un billet d'avion 3 heures après pour partir à New York. Alors là, c'est le vol de sa vie. Elle n'a jamais pris l'avion. Elle se retrouve en 24 heures à prendre 4 fois l'avion parce qu'elle a dû aller entre Londres, elle a fait Londres, ensuite New York. Elle arrive aux États-Unis. Je la récupère à la gare. Elle est complètement, elle ne sait même plus où elle a mis les pieds. Je pense que c'est un peu comme moi si je partais sur la Lune. Et là, voilà, elle arrive à New York. Elle s'adapte et elle est complètement époustouflante. Elle a beaucoup plus d'aisance que moi pour aller parler à des gens en anglais. Et elle va faire un speech incroyable aux Nations Unies. Tout le monde est très impressionné. Moi, le premier, c'était très émouvant. Et à la fin, elle va jusqu'à voir la mer pour la première fois de sa vie. Et je ne savais même pas. Et elle me dit mais Romain, je ne savais même pas que l'eau était salée. Et ça, évidemment, ça m'a beaucoup touché. Voilà, donc des jeunes exceptionnels que vous pourrez retrouver dans notre film Youth Visions. Quels sont les principaux leviers de lutte contre la pauvreté aujourd'hui? Les principaux leviers de lutte contre la pauvreté, moi je suis sûr qu'il y en a un qui est primordial, c'est l'accès pour les jeunes à un travail décent. Parce qu'un travail décent, c'est, en tout cas dans les bidonvilles, et je suis sûr que c'est pareil partout, c'est la promesse d'une vie qui s'inscrit plus au jour le jour, mais dans le futur. C'est de l'espace, temps pour construire d'autres projets, pourquoi pas pour s'impliquer dans d'autres luttes. Et c'est peut-être le minimum, mais il y a aujourd'hui dans le monde encore, je ne sais plus exactement combien de jeunes, mais je pense qu'on peut parler de millions de jeunes qui n'ont pas accès à un travail décent, et c'est vraiment le minimal, c'est un contrat, des jours de congé, un salaire minimum et une assurance maladie. Et juste ça déjà, ce serait exceptionnel. On arrive à présent à la fin de ce podcast. Est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer? S'il fallait faire passer un dernier message aux gens qui regarderont cette vidéo, c'est aller voir notre documentaire, parlez-en autour de vous. C'est un sujet peut-être qui attire pas à première vue les gens au cinéma, qui peut paraître un peu dur, mais pas du tout. C'est un documentaire qui est très lumineux, poétique, drôle, plein de joie, parce que les personnages sont comme ça, nos protagonistes sont comme ça. Et voilà, n'hésitez pas à faire passer le message. Et on compte sur vous. Et Youth Vision, ce n'est pas qu'un film, on a aussi une chaîne de podcast que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de podcast, Youth Vision Podcast, un compte Instagram sur lequel vous aurez toutes les actualités du film, un site internet et aussi une BD qui est en cours de création. Donc que vous soyez enseignant, dans une entreprise, un jeune qui va organiser une projection ou un projet avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain Meillu. Merci
d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, c'est sur www.écologiehumaine.eu. À bientôt!